Salut, ici Maps. Aujourd'hui, je vous parle de mes lectures du mois de juin. Avant de commencer, en fait, je vais commencer, mais il y a une lecture que j'ai faite, que j'ai écoutée au mois de mai. Mais j'avais déjà filmé tout le reste, puis c'était une petite lecture que je savais que j'aurais pas grand-chose à dire, donc je vais faire un petit aparté avec une lecture que j'ai écoutée en livre audio au mois de mai et non au mois de juin. Et c'est Les filles bleues de l'été de Michaela Nichols. Je suis plus sûre si je l'ai déjà lu. Oui, je l'ai lu avec Aphélie, il me semble. C'est elle, cette autrice, je crois. Donc, Les filles bleues de l'été, ça raconte Chloé et Clara, qui sont des bonnes amies, mais qui vivent un moment tough. Il y en a une qui se mutile, donc qui va rentrer dans un centre pour qu'on s'occupe d'elle, puis pour l'aider avec la gestion de ses émotions, avec la gestion de la nourriture aussi, parce qu'il me semble que elle fait de l'anorexie. Puis l'autre va vivre quelque chose de très difficile lors d'une rupture amoureuse, puis le gars va comme partir, revenir, puis à toutes les fois, ça va comme la mettre tout à l'envers parce que c'est pas la seule femme que cet homme fréquente. Donc, c'est ça. J'ai pas grand-chose à dire, c'était un tout petit roman qui s'est écouté très rapidement. Au début, genre le premier chapitre, j'ai eu un petit peu peur parce que c'est très poétique, très abstrait, nature, axé sur les sens, axé sur les métaphores avec la nature. Donc au début, là, j'étais comme vraiment pas sûre que ça allait me plaire. Puis finalement, l'histoire embarque un petit peu plus, on découvre les enjeux de chaque fille, on les découvre un petit peu leur unicité, leur relation entre les deux, puis elles vont passer l'été ensemble pour se reconstruire. Donc, c'est ça. C'est quand même un roman dur, un roman bien écrit, un roman difficile par ses thématiques, puis aussi par peu d'espoir peut-être. Donc, c'est aussi un roman, selon moi, qui est autour des années entre le jeune adulte et l'adulte, tu sais, ces années où on est en questionnement, où on est en recherche de soi, où tout est un peu dramatique, que tout est la fin du monde, surtout pour la protagoniste qui se fait laisser, tu sais, c'est quand même quelque chose qui arrive à bien du monde, assez fréquent. Puis c'est sûr que c'est difficile, mais tu sais, ça faisait genre un mois, puis comme c'est la fin du monde. Fait que tu sais, c'est vraiment les émotions à fleur de peau et tout ça. Donc j'ai trouvé ça correct, ça s'écoutait bien, mais sans plus pour moi. Par la suite, c'est un roman que j'ai presque lu entièrement au mois de mai et je croyais fortement le terminer au mois de mai, mais l'énergie et la vie m'ont manqué. Donc, Mon Mirador de Myriam Beaudoin. J'ai déjà lu cette autrice-là avec 33 chemins de la baleine. Puis, j'avais des bons souvenirs de cet ouvrage-là. On était dans un centre, ça fait quand même longtemps. Puis, il y a comme quelqu'un qui vient voir la protagoniste, puis elle lui demande de relire des lettres. Tu sais, je me souviens pas trop de tout, mais je me souviens que j'avais trouvé ça doux et que j'avais bien aimé ça, que j'avais trouvé que c'était bien écrit, tout ça. Donc, j'ai reçu ce service de presse-là au Salon du Livre de Montréal de l'EMEAC et lorsque j'ai vu que c'était Myriam Beaudoin, j'étais très contente et je voulais définitivement la relire. Donc, Mon Mirador, on est complètement ailleurs. On est dans une post-apocalypse, ou en tout cas, on est dans ce qui va se passer, la nature s'insurge, les rivières débordent, l'eau coule à flot, il y a de la pluie, donc tout est inondé. Donc c'est comme post-apocalyptique avec la nature qui décide de reprendre son droit et de faire le ménage. On va suivre trois protagonistes, comme deux vraiment, mais il y a un troisième personnage qui est là. Trois protagonistes très atypiques, des genres de personnes qui ne sont pas mises l'avant dans la vie et très peu dans les romans aussi. Donc, on a une femme assez carrée qui va
trouver un enfant sur le chemin, l'enfant va la trouver, puis elle va le porter, puis elle va être en survie avec un homme qui est un ermite qui parle à personne depuis des années, qui voit personne, qui a des enjeux d'élocution, et c'est vraiment un duo, trio improbable, mais ensemble, ben, ils vont se trouver, puis ils auront pas le choix d'essayer de survivre ensemble. C'est un roman très lent, malgré que c'est moins de 200 pages, ça m'a pris du temps à le lire. C'est bien écrit, c'est très atmosphérique, on embarque, on suit les personnages, on est attaché à eux, on veut pas qu'il arrive du mal, on veut qu'ils réussissent à survivre malgré ce déchaînement de la nature et tout ça. Je trouve que c'est très original parce que c'est pas nécessairement des sujets originaux, mais c'est abordé de manière originale. Donc ça, j'ai beaucoup aimé ça. On n'est pas dans un filon naturel quand on parle de la fin du monde, ou en tout cas de la nature qui se déchaîne puis qui va tuer beaucoup d'humains. C'est dur, douloureux dans les sujets, dans la perte, dans le fait que tu vas perdre ta maison, que tu sais pas sont où tes amis, que tu sais pas où ta famille. Il y a vraiment des trucs très douloureux dans ce livre-là, dans l'histoire personnelle des deux protagonistes principaux. Mais en même temps, l'écriture de Myriam Beaudoin est tellement douce que tu as l'impression que c'est un énorme câlin qui t'est fait tout au long de cette lecture-là, qu'on te flatte les cheveux, mais qu'on te raconte des trucs vraiment difficiles. J'ai trouvé ça intéressant. J'ai l'impression qu'il y a vraiment quelque chose qui va me rester fort, pas nécessairement du sujet principal, mais de l'ambiance, de l'atmosphère qui a été construite tout autour de ce roman-là. Il est vraiment spécial et tellement différent de ce que je me souvenais de 33 chemins de la baleine. Et elle est aussi très connue pour Hadassa, donc je veux la relire, j'aime beaucoup son écriture, j'aime ce qu'elle fait. Ouais, définitivement, ça a été une lecture déstabilisante, qui a pris du temps, beaucoup plus de temps que je pensais pour un petit roman, mais au final, très intéressant et j'ai aucun regret de l'avoir lu. Je suis très contente et je suis déçue qu'il n'y ait pas eu tant de visibilité. Donc, si ces sujets-là vous interpellent, si vous voulez embarquer là-dedans dans une fin du monde où ça avance pas lentement, où tu sais pas quand est-ce que tu vas pousser ton dernier souffle ou comment, mais en même temps que ça soit pas si douloureux que ça. Embarquer dans ce livre-là. J'avais déjà lu en format nouvelle Anya Nousri et elle a publié son premier roman cette année qui se nomme On m'a jeté l'œil. C'était une autrice que j'avais lue, que j'avais aimée à certains moments. Euh, Elle me déstabilise dans ce qu'elle écrit. Et encore une fois, dans ce petit roman-là, je peux vous dire que j'ai été déstabilisée. C'est un mélange de langue et de culture. Cette fille-là, elle doit pas être très vieille. En fait, j'oserais croire et dire qu'elle est plus jeune que moi. Elle sonne comme une Gen Z. C'est un mélange de franglais dans les phrases. Tu sais, comme, ça me dérange pas parce que je parle beaucoup comme ça, mais il y a quand même, c'est très poussé. Tu sais, c'est vraiment des phrases franglicisées avec des mots anglais au travers d'une phrase en français. C'est une protagoniste algérienne, maghrébine. Je dis français-anglais, mais tu sais, il y a aussi des mots en derja, en kabyle, en créole et en verlan. C'est vraiment un mix de plein de choses. Il y a quand même certains passages, des phrases qu'on comprend pas tout à fait le sens. Je pense que c'est fait pour nous déstabiliser. C'est un ouvrage qui est aussi fait un peu en déconstruit, c'est pas nécessairement chronologique. Il y a des bouts qu'on lit puis qui reviennent plus tard, des histoires qui sont pas tout à fait linéaires. Ça aurait dû me choquer plus que ça, mais on dirait que c'était bien construit et que c'était bien délimité. Donc, lorsqu'on retournait à une histoire qu'on avait déjà commencé, tu sais, je m'en souvenais. Donc, ça veut dire que ça fonctionnait. Puis, j'étais pas trop mélangée, même si c'est pas linéaire et qu'habituellement, j'aime pas ça. Tu sais, ce sont de tout petits souvenirs. On part de son enfance, puis il y a des moments adultes.
Elle a cette confrontation entre les valeurs de sa famille, avec tout ce qui est superstition, sorcellerie, et ses valeurs plus contemporaines aujourd'hui. Elle est dans un monde de blanc, puis bon, tout ce qui est plus basé sur la science et un désir de liberté d'elle-même, de la femme, de sa sexualité. Il y a beaucoup de moments très très crus, des moments très dérangeants aussi autour de la sexualité, la contradiction, la confrontation entre ce qu'elle veut faire avec son corps, ce qu'elle désire et ce que sa famille veut qu'il se passe, soit rien, tu sais, qu'elle reste pure et vierge alors que c'est pas du tout dans ses intentions. Donc vraiment ce jeu-là de se libérer de sa famille, d'être sa propre personne, de découvrir, d'apprendre à être autonome et à être elle-même dans toute son unicité, mais en même temps, à certains moments, elle ne peut s'empêcher de quand même penser comme sa famille parce qu'elle a été élevée là-dedans, donc malgré tout, c'est dans son inconscience qu'on lui a dit, c'est peut-être pas fondamentalement ce en quoi elle croit, mais ça vient de manière intuitive à certains moments. C'est un ouvrage qui est quand même assez court, j'en aurais pas pris plus longtemps, surtout de cette forme-là, et du fait qu'il y a quand même des passages qu'on comprend pas, on n'est pas dans cet univers-là, et ce sont tellement de multiples univers qui sont amalgamés ensemble que je sais pas s'il y a des gens qui peuvent tout comprendre de ce qui se passe dans ce roman-là. Il faut vraiment avoir un parcours culturel, ma foi, divers, mais je pense que c'est ça qui fait la force, qui fait l'originalité de ce livre-là, sa force et en même temps sa faiblesse. On n'a pas accès à tout, mais en même temps, c'est pour ça qu'il est original, parce qu'il n'y a pas de livre écrit comme ça, il n'y a pas de livre qui raconte comment elle vit cette assimilation, comment elle vit le fait de vivre et d'être une... C'est ça, elle est montréalaise, d'origine algérienne, donc ouais, c'est vraiment particulier, j'ai de la misère à en dire plus. Je pense que c'est un roman à découvrir, c'est un roman à lire parce que ça va nous ouvrir les horizons. C'est pas un ouvrage qu'on voit partout. Donc pour ça, c'est vraiment à découvrir. C'est dérangeant, c'est comme pas confortable, mais je pense que ça vaut la peine puis que c'est une voix importante dans notre univers. Donc voilà, ça serait quoi ma critique pour On m'a jeté l'œil. J'ai lu le roman de ma mère de Lucette Larouche, un ouvrage éligible pour le Gala du roman québécois, un premier roman, un roman historique où on est en 1940 avec Evelyne qui va à cette époque-là se marier avec un garçon, un homme en devenir, et qui va avoir beaucoup d'enfants. Et en deuxième partie, on va suivre encore sa vie, mais sous l'œil de sa fille Odile. C'est un ouvrage au départ que j'étais pas certaine d'aimer. Je trouvais que c'était très factuel. Comme ouais, c'est ça. Tu sais, on était rapide dans l'écriture, on allait fait par fait, on n'était pas nécessairement dans le psychologique des personnages, dans la compréhension. On n'allait pas creux, c'était très, très en surface. Donc, tu sais, ça se lisait bien, je tournais les pages, c'était correct, mais pas poignant. Puis, tu sais, des romans historiques, ils en publient une tonne. Donc, je me disais, tu sais, qu'est-ce qui fait que ce roman-là se distingue de tous les autres romans historiques qui sont autour de ces années-là, de la Deuxième Guerre mondiale, tu sais? Il fallait que ça soit quelque chose de comme wow, avec un sujet aussi commun. Tu sais, je me suis demandé est-ce que j'allais l'abandonner, mais c'était pas désagréable, donc j'ai continué tout ça, ça se lisait vite, puis c'était écrit très très gros. Lorsque je suis arrivée dans la deuxième section, qui est celle d'Odile, là, il y a eu quand même certains événements plus dramatiques, puis j'ai senti que ça m'affectait, j'ai senti que ça résonnait en moi. Donc, je me suis dit, oh, je pensais que j'étais pas si attachée que ça, mais si ça me fait mal, si je ressens des choses, ben forcément, ça veut dire que ça a de l'impact. Donc, j'ai continué, puis j'ai trouvé que ça fonctionnait malgré tout, que
j'avais envie d'en savoir plus, que j'avais beaucoup d'affection pour cette femme Evelyn et que de la voir de la perspective de sa fille, ça offrait peut-être une autre perspective, qu'on était moins dans sa perspective à elle, froide et rationnelle, que de la voir de l'extérieur, ça apportait quelque chose de nouveau, peut-être une certaine sensibilité, même si leur relation est pas du tout parfaite, même s'il y a plein de choses qu'Odile reproche à sa mère, entre autres en lien avec leur relation, mais il y avait quand même tout ce désir d'émancipation d'Odile et les sacrifices que les parents ont fait, entre autres beaucoup plus sévères que son père, les relations difficiles, les grossesses compliquées à répétition. Elle a comme 32 ans puis elle a eu genre 8 grossesses. Au final, elle en aurait eu 12, mais seulement 8 enfants menés à terme, tu sais, qui ont survécu. Comme, tu sais, des histoires, ma foi, d'horreur, qui étaient tellement fréquentes à l'époque, qui étaient tellement banales et normales, à quel point les femmes, c'était juste comme des usines à faire des enfants, peu importe à quel point c'était dangereux pour elles, peu importe à quel point, comme, c'était rapproché, puis que c'était exigeant et tout ça, et que les hommes étaient absents. Donc, tu sais, ce sont des sujets qui sont complexes, qui sont sensibles, qui ne peuvent pas ne pas nous toucher. Donc, au final, j'ai aimé ma lecture. Euh, il y a vraiment eu une pente ascendante de ce roman-là. Puis, au début, j'avais comme marqué, tu sais, de ne pas nécessairement le recommander pour la deuxième étape du gala. Puis là, je l'ai changé à la fin. Puis là, finalement, je l'ai rechangé pour le garder en ne recommande pas parce que comme je disais au départ, les romans historiques sur cette époque-là qui parlent de ça, il y en a beaucoup. Ça enlève rien. Je pense que c'est bien écrit. Je pense qu'il y a quelque chose d'intéressant, d'important à dire et que ça mérite d'être lu, mais il manque pour moi une petite part d'originalité pour aller en deuxième étape pour ce projet précis. Mais au final, ça a été une bonne lecture, que j'étais pas déçue et que j'étais contente d'avoir terminé. Un ouvrage que je n'ai pas abandonné, mais que j'ai voulu abandonner à de multiples reprises. Et là, c'était juste parce que j'avais une tête de cochon, puis que c'était parce que c'était pour un projet de lire tous les lauréats du prix du libraire. Et celui-là, c'est celui de 1994, Homme invisible à la fenêtre de Monique Proulx. Et ce projet-là se fait avec Sylvain. Quelle idée folle, quelle idée folle. Il y a des titres que ça me dérangera pas, il y a des titres que je vais m'arracher les cheveux. Puis celui-là, c'en était un. C'était comme un ouvrage, au début, il y a comme quelque chose de très axé sur l'art, des chapitres complets où on analyse des peintures, où on analyse des couleurs, puis les personnages, puis ce qui se passe dans la peinture. Je trouvais ça lourd et comme très appuyé comme sujet et j'arrivais pas à embarquer là, dans ce qui se passait. Je trouvais pas ça intéressant. Donc, au début, là, j'étais vraiment pas sûre d'où est-ce que ça s'en allait. Mais parfois, à la fin du chapitre, il y avait comme une phrase, puis ça me désarçonnait, puis là, j'étais comme embarquée. Tu sais, mais tout le reste du chapitre, j'étais comme, j'y arriverai pas, je comprends pas, j'aime pas ça. Mais cette petite phrase-là, ça me raccrochait. Fait que je trouvais ça comme intriguant. Et il y a quand même beaucoup de personnages dans ce roman-là qui sont reliés à un personnage précis qui est au départ très très peu présent, qui est comme en fond, dans le fond. Et au fur et à mesure, il va prendre plus de place, mais au début, j'arrivais pas à comprendre que c'était tout le temps lui à qui les personnages faisaient référence, puis c'était autour de lui que les personnages gravitaient. Donc, à toutes les fois, j'étais comme, c'est qui parle? Ah, ok, c'est lui. Ça m'a vraiment pris du temps à y mettre une étiquette, à y forger une personnalité, comme qui est ce personnage-là. Il y a plein de chapitres où comme les gens racontaient leur vie, puis là, j'étais comme, ah oui, ça c'est elle, puis c'est ça qu'elle fait. Comme je trouvais que tout le monde était un petit peu interchangeable, que leurs histoires, ça me passait vraiment très loin par-dessus la tête. Donc, tu sais, ça a été un éternel combat à terminer ce livre-là. Et comme je vous dis, franchement, si ça n'avait pas été de ce projet-là et que j'étais pas aussi têtue, je l'aurais abandonné à moins de 100 pages parce que j'étais comme, ça marchera pas. Je l'ai terminé. Il y a un petit moment à la fin que j'étais comme OK, mais au final,
j'ai manqué le bateau complètement. Je sais pas qu'est-ce qu'on voulait dire avec ça. Je sais pas où est-ce qu'on voulait aller. J'ai l'impression qu'il y avait plein de d'inside entre les personnages qui nous étaient pas expliqués. Il y avait leur propre langage, leur propre manière de se communiquer, puis j'étais pas là-dedans. Donc ça fonctionnait pas vraiment. J'ai trouvé ça comme ça marchait pas. Puis pourtant j'avais lu Monique Proulx dans un ouvrage qui était pas aussi vieux que celui-là, mais assez vieux. Puis je trouvais qu'il y avait comme quelque chose d'original, puis même si c'était comme 20 ans plus tôt que ça avait été écrit, que ça avait pas trop mal vieilli. Puis ça, encore une fois, c'est pas des choses que je peux lui reprocher, mais je sais pas, cette histoire-là était définitivement pas pour moi. Ok, il me reste 2 livres à vous présenter. En fait, je vais faire un minuscule aparté. J'ai commencé, j'ai presque fini aussi là, au mois de juin un livre audio de synthèse. Je crois que l'autrice c'est Catherine Georges. Et au départ, j'étais comme vraiment enthousiaste au début du livre. J'aimais vraiment ça. Je trouvais que c'était fluide. Et mon Dieu, ça s'étire. Et à ce moment-ci, je ne l'ai toujours pas fini. Et bon, il faudrait que je donne un petit coup de cœur là, pour le terminer. Je pourrais l'abandonner. Bon, c'est une lecture audio. Là, fait que, tu sais, qu'est-ce que j'ai d'autre à faire que d'écouter ça dans mon auto, je pourrais écouter de la musique, et ben c'est ça que je fais actuellement. J'écoute autre chose que ce livre-là. Mais bon, peu importe si je le termine au mois de juin ou au mois de juillet, je vais pas vous en parler là parce que la vidéo est assez longue. Et que j'ai 2 autres romans à vous parler. En premier, je dois vous parler d'un énorme coup de cœur avec des grandes attentes. J'avais des grandes attentes pour ce roman-là. Je l'avais vu passer, puis j'avais entendu de très bons commentaires. Les Insoumises de Fanny Rainville, c'est son premier roman. Est-ce que vous pouvez croire que c'est son premier roman? Je ne peux pas le croire. De quoi ça parle, Les Insoumises? En fait, on va suivre 4 femmes. On va suivre 3 d'entre elles qui sont sages-femmes et qui se connaissent. Donc, Céleste, Margot, Isabelle. Et la 4e femme qu'on va suivre, c'est Amel, qui, elle, va accoucher à l'aide des sages-femmes. Et elle a un statut particulier parce que elle a immigré au Québec, mais elle a pas sa citoyenneté encore, elle est comme en démarche, puis ben sa situation amoureuse, relationnelle, ça va vraiment pas très bien. Elle vit de la violence conjugale et ma foi, c'est très violent. Dans ce livre-là, on va explorer la vie de ces 4 personnages-là. Elles vont toutes vivre quelque chose d'assez important, des moments pivots dans leur vie. On va beaucoup parler de naissance, de la relation avec notre corps, de empowerment, de reprendre la force, de reprendre le pouvoir, parce que l'accouchement, même si on est à l'hôpital, c'est quand même la seule chose qui n'est pas être malade. Tu vas à l'hôpital pour accoucher, mais c'est la seule raison qui n'est pas parce que t'es malade. Absolument, tu vas à l'hôpital parce que t'es malade. Fait que tu sais, il y a comme tout ça aussi, il y a toute la philosophie des sages-femmes, d'instruire les femmes, de leur donner le choix, de les informer, qui, au fur et à mesure avec les années, dans le but de protéger les naissances, tout ça est devenu très médicalisé et on est traité comme des patientes, comme des malades lorsqu'on va à l'hôpital. Et il y a un roulement et il y a une procédure et il faut la suivre. Donc on a comme déshumanisé les accouchements au profit de la médicalisation. Et mon Dieu, je vous dis ça, mais ça là, c'était le sujet que je pensais qu'il allait me toucher et forcément, ça m'a touchée. Il y a une dizaine d'années, moi, j'ai fait une formation d'accompagnante à la naissance qui n'a pas été complétée, mais j'ai eu toute l'information théorique. Il y avait un aspect pratique qu'il fallait faire. Il fallait assister à un accouchement, puis j'avais planifié des accouchements, mais ben, c'était pas le mien, mais d'être là à des accouchements de certaines personnes que je connaissais. Puis bon, pour X, Y raison, je n'ai pas été, ça n'a pas fonctionné, il n'y avait pas besoin de ma présence à ce moment-là. Donc,
ça a tombé à l'eau puis j'ai pas eu ma certification. Mais malgré tout, ça m'a quand même ouvert beaucoup les yeux, ça m'a beaucoup rassurée, puis ça rentrait vraiment beaucoup avec mes valeurs à l'époque. Moi, tu sais, je suis une grande peureuse du médical, j'ai des grandes phobies, des seringues, des aiguilles, et au-delà de ça, tu sais, je sais qu'il y a des choses qu'il faut que je fasse parce que, tu sais, il faut que je sois en santé, puis tu sais, si j'ai pas le choix, j'ai pas le choix, et ça demande quand même beaucoup de moi. Et on dirait que ça m'a vraiment comme raccommodé avec le corps de la femme, avec sa fonction, avec le côté humain, au-delà du côté médical. C'est sûr que, tu sais, c'est pas aujourd'hui que je vais faire une leçon là-dessus, mais tu sais, il y a des grossesses qui sont à risque, il y a des grossesses qui ne le sont pas, il y a des cheminements qui sont plus difficiles, il y a des cheminements qui sont plutôt très faciles. Tu sais, si vous connaissez un petit peu les maisons de naissance, les sages-femmes, elles ne prennent pas n'importe qui. Tu sais, si t'accouches avant 38 semaines, je pense, tu peux même pas aller en maison de naissance. Si t'accouches après 42 semaines, tu t'en vas à l'hôpital. Donc, c'est très comme réglementé malgré tout. Et si t'as pas une grossesse facile, s'il y a des complications, tu vas à l'hôpital. Donc, tu sais, ça fait des années que ça existe. Mais en fait, ça fait super longtemps que ça existe avant même que tout ça soit médicalisé. Et là, je divague très loin du livre. Mais en fait, on parle de tout ça dans le livre. Donc, toutes ces valeurs, toute cette thématique-là, ça m'a beaucoup touchée, ça m'a beaucoup parlé. Je me sentais vue, je me sentais entendue. Il y avait de la synchronicité dans nos valeurs, définitivement. J'ai trouvé ça intéressant aussi. Il y a beaucoup de personnages pour moi, pour mes propres préférences, mais je me suis attachée à leur histoire avant de m'attacher aux personnages, ces femmes-là, dans le sens que je trouve que cette autrice-là est vraiment très bonne à expliquer, à démontrer la complexité des relations interpersonnelles. C'est vraiment comme right on, à quel point c'est toujours un petit peu en teinte de gris. Il n'y a pas de méchants, il n'y a pas de personnes qui sont sans faille. Il y a des choses qui ne s'expliquent pas, comme le parcours de Céleste. Tu sais, éventuellement, elle l'aime plus, puis c'est tellement subtil la manière que c'est écrit, on s'en rend compte rapidement, tu sais, avant même que la protagoniste elle-même s'en rende compte. Puis il y a pas de raison, c'est pas un mauvais gars, ça se passe juste pas. Est-ce qu'elle le gère de la meilleure façon du monde? Non, mais tu sais, c'est comme ça, puis c'est vraiment fin, c'est vraiment délicat. Je trouve que dans tous les cas, pour tous les personnages, c'était vraiment bien balancé, puis je pouvais vraiment comprendre leurs décisions, je pouvais vraiment comprendre dans quelle situation elles étaient prises, comme quels étaient les choix qu'elles devaient faire, puis pourquoi c'était difficile ou pas. Je trouve que c'était vraiment bien exécuté, et le meilleur moment, je trouve, ça a été avec la personnage qui s'appelle Isabelle. Elle a une relation très particulière avec sa belle-fille qui s'appelle Iphigénie. Elle a été dans sa vie depuis très très longtemps lorsqu'elle était toute petite. Puis son conjoint Jean-François est très absent. Puis la mère biologique de cette petite fille-là, Ève, elle aussi est très absente. Puis ils vont comme tisser une relation, mais en même temps, tu sais, c'est pas sa vraie mère. Tu sais, comme parfois, elle agit au-delà de ses responsabilités, mais il y a personne d'autre qui s'occupe vraiment d'elle. Puis lorsqu'elle le fait pas ou lorsqu'elle dit, ben, tu sais, c'est peut-être pas moi de faire ça, elle se fait dire, ben là, tu sais, c'est comme, t'es la belle-mère, là, comme, c'est comme ton enfant. Donc, elle est vraiment dans une situation complexe. Et lorsqu'elle va avoir ses propres enfants, ça va encore plus la confronter. Ça va être comme vraiment un moment important pour leur relation. Puis ça va briser des choses. C'était tellement bien expliqué. C'était tellement comme je comprends pourquoi c'est comme ça, puis je comprends la perspective d'Isabelle, je comprends la perspective de la jeune. C'était vraiment là, de la haute voltige, vraiment bien écrit. J'ai tout aimé de ce roman-là. J'ai aimé comment c'est ficelé, j'ai aimé les protagonistes. Je trouve qu'il y avait les deux côtés de femmes qui se battent pour la liberté des femmes, puis Amel qui, elle, au fur et à mesure de ce roman-là, perd toute liberté aux mains d'un homme. C'était franchement bouleversant. Ça commence le premier chapitre avec comme
un passage vraiment percutant et ça termine, mon Dieu, avec un autre passage vraiment percutant qui est super choquant, que j'ai détesté lire, mais en même temps qui est tellement actuel. Donc, faut que ça soit là parce que ça existe, parce que ça arrive encore, mais c'est tellement choquant de le lire et c'est tellement choquant de le vivre et c'est tellement choquant de savoir que ça existe. J'ai tellement aimé ce roman-là, j'ai trop hâte de lire son deuxième. J'avais prévu de le lire au mois de juin, mais je pense que ça va être beaucoup plus réaliste au mois de juillet parce qu'il faudrait qu'il soit dans cette vidéo-là. Et elle est déjà assez longue. Donc, mes prochaines lectures vont être pour des concepts. Mais ça, là, ça s'en va dans mes tops de l'année. Je pense que ça va peut-être être le premier. Il y avait vraiment des éléments comme la narration multiple qui auraient pu me freiner, puis l'écriture, l'intelligence de cette autrice-là, les nuances, la complexité de tout ce monde-là, comment c'est écrit, je l'ai dévoré en 2 journées, donc gros coup de cœur pour moi. Puis ben on s'en reparlera une autre fois là, si vous voulez qu'on se parle du milieu des sages-femmes et de l'accouchement en maison de naissance. C'est un sujet qui me passionne grandement, voyez-vous. Et ça me passionne par contre un petit peu moins de vous parler de ma dernière lecture. En fait, je suis quand même un petit peu triste de vous dire ce que je vais vous dire. Parce que c'est une lecture pour le gala du roman québécois. J'ai lu le premier tome de l'autrice dans les rendez-vous du premier roman. L'autrice, c'est Virginie de Champlain. J'avais lu Les Falaises. Et j'avais une carte cadeau. C'est très rare que j'achète des livres, surtout lorsque je les ai pas lus encore. Il y avait différents choix. Je suis quand même assez à l'affût des nouveautés ces derniers temps, avec le gala entre autres. Donc, j'ai décidé d'y aller avec le deuxième titre, le deuxième tome, le deuxième roman de Virginie de Champlain, Avant de brûler. Ça avait l'air comme de la science-fiction, très proche, quelque chose de post-apocalyptique. Il y a une biche, il y a 2 femmes, puis c'est la fin du monde. Ça avait l'air comme très envoûtant. Puis, même si je suis pas quelqu'un qui tripe sur l'atmosphère, je me souviens que lorsque j'avais lu son premier tome, Les Falaises, je trouve que l'atmosphère était en soutien à l'histoire, puis j'avais bien aimé malgré tout. C'était pas comme un gros coup de cœur, puis super wow, mais quand même, somme toute, assez bien. Donc, j'ai commencé Avant de brûler, avant Les Insoumises. Je l'ai arrêté. J'ai lu Les Insoumises et je l'ai repris après. Je l'ai recommencé. Je pense que j'avais comme une 40aine de pages lues et ça le fait pas. On va suivre 2 femmes et une biche. Il y en a une qui s'appelle Farah. Il y en a une que c'est la protagoniste qui nous parle au jeu. Je sais même pas si on sait son nom. Si oui, ça m'a complètement échappé. L'affaire, c'est que il y a une alternance entre le présent où que la planète se meurt, où il reste de moins en moins d'humains, que des continents qui ont été engloutis, ou des villes, qu'il y a eu des feux, qu'il y a eu des inondations. Et là, il reste plus beaucoup d'animaux, il reste comme une seule biche du règne des animaux. Il reste quelques fleurs, la faune par-ci par-là, la flore, pardon. Et dans le passé, on va découvrir comme quelle était la vie de ces 2 femmes-là avant. Puis c'est pas mal ça. Puis la biche, ben on va la suivre au présent en tant que dernière espèce, dernière de son espèce et de toutes les espèces. C'est qu'on dirait qu'il n'y avait pas de ligne directrice. C'est que j'étais un petit peu mélangée entre, pas le présent et le passé, mais on retournait tout le temps dans le passé de manière un petit peu non chronologique. J'avais beaucoup de misère aussi à différencier les 2 passés des 2 femmes, parce que malgré tout, il y avait quand même des ressemblances, le fait que les 2, il y avait des conjointes avant, puis il y a comme des aspects très sexuels aussi des 2 côtés. Et l'écriture, malgré tout, comme la protagoniste qu'on suit, elle écrit au je, puis Farah, lorsqu'on la suit, c'est à la 3e personne, donc c'est comme la narratrice qui nous raconte Farah, ou tu sais, c'est comme un narrateur omniscient. Puis la biche, on n'est pas nécessairement dans sa tête, mais on la suit. J'ai l'impression que tout ça fait comme le même ton. Même si on est dans des points de vue différents, même si on suit quelqu'un de différent, j'ai l'impression que tout ça se mélangeait.
j'ai commencé le livre, puis j'arrêtais pas d'être déconnectée. Tu sais, lorsque tu lis, puis comme tu te rends compte que t'es en train de lire, puis tu sais pas ce que t'as lu, c'était vraiment tough de comme me rattacher à ce que j'étais en train de lire. Et contrairement aux falaises, j'ai l'impression que ici, l'atmosphère, l'ambiance était en premier plan, puis que l'histoire était sous-jacente. Donc, pour moi, ça fonctionne pas. Faut pas que ça soit l'ambiance en premier plan. Faut pas que comme tu me mettes à quelque part, puis que il y a comme une vibe. Je veux que l'histoire soit en premier puis que la vibe aide à donner du jus à l'histoire. Mais là, j'ai l'impression que c'est à l'inverse parce qu'au final, comme, il se passe semi-rien. J'ai trouvé certains moments vers la fin plus intéressants de la vie de Farah. Il y a quand même, tu sais, des trucs assez difficiles puis on comprend des choses, mais il y en a d'autres qui restent très secrètes et mystérieuses dont on n'aura pas les réponses. D'ailleurs, la fin, qu'est-ce qui s'est passé là? Donc, c'est ça. Je l'ai terminé, mais je vous avouerai que j'avais 50 pages de lu puis j'avais envie de l'abandonner. Je me suis pas comme fait un mandat officiel que je dois pas abandonner les livres du gala du roman québécois. Mais je trouve ça quand même difficile dans la vie, lorsqu'on abandonne un livre, de comme donner mon avis puis d'avoir un certain débat si débat a à y avoir. Parce que dans le but de faire un gala, il faut avoir des gagnants puis tout ça. Puis je suis quand même une des grandes organisatrices de ce gala-là. Fait que je me dis, tu sais, ce que je lis, j'aimerais ça les finir. Fait que je l'ai fini. C'était quand même juste 200 pages, mais comme ça m'a pas séduite. Ça a pas fonctionné. Donc, ma foi, un petit peu déçue de l'avoir acheté et de l'avoir lu parce que ça m'a pas apporté grand-chose et j'ai même été déçue. Fait que, bon, hein, il y a eu un coup de cœur, mais il y a eu une déception. C'est la vie. Sur ce, si vous avez des suggestions, des critiques, des commentaires, n'hésitez pas à le faire en dessous de ma vidéo. Je publie une vidéo le samedi. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, à vous inscrire à ma chaîne. Et sur ce, je vous souhaite de bonnes lectures.